Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour cette deuxième vidéo sur YouTube où nous allons parler du tempo. On va voir qu'est-ce que c'est, comment l'utiliser et surtout comment l'appliquer dans certains contextes. Allez, feu! Allez, on rentre tout de suite dans le vif du sujet avec qu'est-ce que le tempo. Alors le tempo, en termes simples, c'est le temps que tu vas passer par différentes phases d'un mouvement de musculation. Par exemple, avec un curl biceps, tu commences le bras le long du corps et ton objectif, c'est tout simplement d'amener la paume de main vers l'épaule. Jusque-là, c'est pas très compliqué. Donc le tempo, en fait, ça se décompose en 4 phases. Première phase, donc tu vas fléchir le coude pour amener la paume de main vers l'épaule, donc c'est la première phase. La deuxième phase, si tu as le bras proche de l'épaule, tu peux faire une petite pause à ce moment-là. Ok? Donc c'est la deuxième phase. Ensuite, tu vas avoir la phase de descente, qu'on appelle aussi excentrique. C'est la troisième phase, jusqu'à temps que tu aies le bras tendu proche de toi. Et la quatrième phase, c'est quand tu as le bras tendu, bah là, c'est à ce moment-là, tu peux rajouter une pause. Ok? Donc en termes simples, c'est première phase qui va être la flexion, deuxième phase, la pause, troisième phase, l'extension, quatrième phase, la pause. Ok? Tout simplement. Tu vas me dire, ok, c'est bien Alex, il y a des chiffres, du temps, etc. Mais à quoi ça nous sert concrètement? Bah justement, cette deuxième partie de vidéo, je vais te l'expliquer. Déjà, de base, en musculation fitness, si tu es un débutant, qui est la grande majorité des pratiquants de musculation, le tempo va te servir à standardiser toutes tes répétitions. Alors, qu'est-ce que ça veut dire standardiser? Ça veut dire que si tu as une série de 12 répétitions au curl biceps, tiens, ta première répétition jusqu'à la 12e vont être identiques. Quand je dis identiques, c'est en termes de contrôle moteur, d'amplitude et de vitesse d'exécution. Et aussi de technique, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'un débutant, moi je suis passé par là, si tu es avancé en musculation, tu as dû passer par là. Les débutants, ou si tu es débutant, tu passes par là actuellement. Quand ça devient difficile, ça devient douloureux, ça pique, et le corps est en état de stress, c'est douloureux, bah, tu as juste envie que ça se termine. Alors qu'est-ce que tu vas faire à ce moment-là? Tu vas réduire ton amplitude, tu vas augmenter ta vitesse d'exécution, tu vas commencer à compenser, que ce soit conscient ou inconscient, peu importe, ça c'est pas le sujet. Mais il va y avoir de la triche, excuse-moi de dire ça, oui, tu triches. Et donc de ce fait-là, le tempo va permettre de standardiser toutes tes répétitions. Ok? Déjà, premièrement, ça va servir à ça. Deuxièmement, ça va permettre d'améliorer ta technique. Parce qu'effectivement, c'est plus simple d'assimiler, d'apprendre un mouvement à vitesse lente qu'à vitesse rapide. On est tous d'accord là-dessus. Si je dois te faire un dessin que tu ne sais pas dessiner, tu veux que je t'apprenne le dessin de manière lente. Si j'arrive avec mon stylo et puis je te fais mon gribouillis très vite, bah, tu ne vas pas assimiler les choses. Mais en musculation, c'est la même chose. Ok? Si c'est fait de manière lente et contrôlée, c'est plus facilement assimilable. Ça marche? Troisièmement, on le verra selon des contextes, mais certaines phases peuvent être spécifiques à certains objectifs que musculation, fitness, apprentissage, ça je viens de te le dire, en préparation physique, donc pour des objectifs de force, de puissance ou autre, ça peut être utile aussi. Et je te l'expliquerai après, mais en cas de petite douleur ou gêne, ça peut être une adaptation à prendre en compte. Alors maintenant qu'on a vu à quoi peut servir le tempo, on va voir à quoi peuvent servir chacune des phases spécifiques du tempo. Quel est l'intérêt de mettre du temps en excentrique, en pause 1 isométrique, si tu te rappelles le début de la vidéo, etc. etc. Ok? Donc déjà, on va commencer par l'excentrique, parce que c'est le premier qu'on a vu tout à l'heure. L'excentrique, ça va être intéressant déjà pour contrôler ton mouvement. D'un point de vue contrôle moteur, on a une meilleure activation des schémas neuronaux en excentrique, notamment quand ça peut être lourd aussi, mais avec du temps sous tension, ça va améliorer tes schémas neuraux à ce moment-là. Donc d'un point de vue contrôle moteur, technique, posture, trajectoire du mouvement, ça peut être très intéressant. Donc déjà pour ça, que ce soit dans un point de vue apprentissage, mais dans un point de vue de développement. Qu'est-ce que j'entends par point de vue de développement? Si tu as des objectifs de performer ou développer couché sur un autre mouvement, etc., etc., ça peut être très intéressant de travailler sur cette phase excentrique. De plus, la phase excentrique, sans rentrer dans les détails, ça permet aussi de renforcer tout ce qui est les tissus conjonctifs. Donc les tissus conjonctifs, c'est un certain type de tissu du corps humain,
Sans rentrer dans les détails, je vais te donner des exemples. Les tendons, les capsules articulaires, les fascias, etc. etc. L'excentrique permet, notamment avec une certaine charge aussi, hein, permet de renforcer ce tissu conjonctif. Donc nous, on va s'arrêter au tissu tendineux, d'accord, donc au niveau des tendons. Euh, L'excentrique permet donc de renforcer aussi les tendons. Donc ça peut être intéressant, que ce soit, là je ne vais pas rentrer dans les détails, je te laisserai te renseigner là-dessus, mais dans tous les ouvrages de muscu, globalement, ils en parlent. Que ce soit des charges supramaximales, au-delà de ton 100% de capacité, parce que tu peux soulever au-dessus de 100%, mais que ce soit inférieur aussi, il peut y avoir un renforcement au niveau tendineux. Euh, donc l'excentrique, d'un point de vue technique, contrôle moteur, postural, c'est intéressant. Renforcement tendineux aussi. Dans un point de vue hypertrophie, est-ce que c'est intéressant? Alors là, c'est encore mitigé. D'accord? Là, c'est plutôt ce que je vais te dire, c'est de mon expérience perso, de ma méthode. Il n'y a pas réellement de fondement scientifique là-dessus. Par exemple, moi, d'un point de vue hypertrophie, ce que j'aime bien faire, c'est sur des exercices à forte tension d'étirement. Donc, un exercice où le point le plus difficile, c'est quand le muscle il est en étirement. Par exemple, un Romanian deadlift, ça serait le bon exemple au niveau des ischios. Dès que tu as une flexion du buste et les ischios qui sont étirés, c'est là où le muscle il est plus soumis à des contraintes, puis-je dire. Donc j'aime bien dans un début de cycle, par exemple d'un Romanian deadlift, s'il y a une certaine charge déjà à soulever, d'accentuer un petit peu la phase excentrique, donc par exemple un tempo de 3-4 secondes de descente, ce qui peut être intéressant pour préparer justement la posture, les tendons, mais aussi mettre plus de contraintes sur les muscles. Donc c'est pas parce qu'il y a plus de contraintes sur les muscles qu'il y a plus d'hypertrophie. C'est pas ça que je veux dire, mais ça peut être intéressant dans un cycle au départ d'introduction d'un nouvel exercice de force de faire ça selon moi. Comme ça on met un petit peu de contrainte aussi sur les ischio-jambiers de par le tempo, pardon. Ça, et au fur et à mesure des semaines qui avancent, de réduire le tempo et d'augmenter la charge à ce moment-là. C'est comme ça que je compense. Et comme ça, le corps a été prêt d'un point de vue structurel au niveau de la posture, de la technique et du tissu conjonctif, tout en renforçant les ischio-jambiers. J'espère que tu m'auras suivi là-dessus, c'était un petit peu plus technique. Donc l'excentrique, ça a principalement ce rôle-là. Après, donc, si je reviens sur l'hypertrophie, d'un point de vue hypertrophie, rallonger le temps sous tension, donc la descente volontairement en excentrique, il n'y a pas forcément d'intérêt à ce moment-là, juste d'un point de vue hypertrophie. Je préférais te le dire quand même. Néanmoins, quand il y a des charges lourdes, bah, automatiquement, ceux qui soulèvent assez lourd, qui ont une technique et une force pour soulever lourd, indirectement, vous devez ralentir l'excentrique. Moi, sans parler de moi, il me l'a pété, hein. J'ai déjà passé une fois 200 kg au squat. Bah, vous vous en doutez que la descente, elle était lente. Parce que quand vous avez 200 kg sur le dos, forcément, bah, on est quand même assez lent. On n'est pas très rapide. Parce que si je descends très vite, bah, je reste en bas, je ne remonte pas, je vous le dis tout de suite. Donc voilà. À quoi peut servir l'excentrique, globalement? Donc en numéro 2, on va voir l'isométrie numéro 1. Donc c'est par exemple le curl biceps, je commence l'excentrique, et là ça serait ici, d'accord, une pause. À ce moment-là, ça va être plutôt une pause de récupération. Si vous mettez du temps ici, ce qui n'est pas obligatoire, hein, bien entendu, vous n'êtes pas obligé de mettre du tempo, j'aurais peut-être dû le préciser avant, vous n'êtes pas obligé de mettre du tempo. Il doit y avoir une logique et une justification derrière par rapport à un contexte donné. Ok? Je reviens. Cette pause-là, ça va être une pause de récupération. Ce qui peut être intéressant, par exemple, si je reprends le soulevé de terre, euh, vous pouvez faire une rep, une micro-pause de 1 à 5 secondes, pourquoi pas, l'histoire de reprendre sa respiration, de retrouver un petit peu ses esprits, ça peut être pas mal, se replacer, se reconcentrer. Ça peut être une pause récupération, mais pas 5 secondes où je commence à scroller sur TikTok. Non, ça ne va pas le faire. Non, c'est une pause de récupération pour faire une répétition, micro-pause, répétition, micro-pause. D'accord? Ça, c'est applicable sur certains exercices et dans certains contextes. Par exemple, si c'est lourd, effectivement, si c'est lourd, un développé couché, je vais faire ma répétition, hop, je verrouille, je fais mon autre répétition, je verrouille. Mais quand je suis en haut, bah, je vais reprendre ma respiration, ça va durer 1, 2, voire 3 secondes, à peine. D'accord? Donc, cette
pose isométrique 1, le deuxième numéro du tempo, ça va être de la récupération. D'accord? Une rep, récup, ainsi de suite. Ok? Donc c'est valable pour certains exercices, bien entendu. Un curl biceps, si vous êtes proche de l'échec, pourquoi pas? Ok, bon bah là je dois aller à 12 répétitions, à 10 ça commence à être très très chaud. Ok, je prends 3 secondes, 11, 3 secondes, 12, pourquoi pas? Et par la suite, pour m'améliorer, justement, je vais enlever ces 3 secondes. Ok, cette semaine-là, j'ai fait mes 3 secondes de repos sur mes 2 dernières répétitions. Semaine suivante, je vais vouloir faire mes 12 répétitions sans ma micro-récupération. Ok. Ensuite, troisième phase, la concentrique. De manière générale, il n'est pas nécessaire de ralentir la concentrique. Au contraire, vous allez entendre certaines personnes sur les réseaux sociaux vous dire qu'il va falloir aller toujours le plus vite possible, de donner une accélération dans votre mouvement. Ce qui est vrai dans certains cas. Pourquoi je dis ça? Dans la majorité des cas, oui, il va falloir l'accélérer parce que vous allez stimuler votre système nerveux à ce moment-là, à une certaine charge. Et ensuite, pour le potentiel d'hypertrophie, c'est toujours intéressant. Ça, c'est vrai. Dans certains contextes, si vous êtes débutant, bah, là, à ce moment-là, il va falloir faire une concentrique dite normale, où on va mettre 1 seconde, voire 2 secondes. D'accord? Donc, en fait, ce n'est pas 1 ou 2 secondes de manière volontaire où je vais ralentir, c'est juste, voilà, je monte normalement. Ok? Pourquoi je dis ça? C'est pareil que pour l'excentrique. Tout à l'heure, si vous êtes débutant, ralentir l'excentrique, vous allez comment dire, avoir une meilleure conscience au niveau de la posture, de la trajectoire, etc., etc. En concentrique, ça va être exactement la même chose aussi. Mais sauf le retour neuronal, il est plus faible qu'en excentrique. Ça pourrait faire le sujet d'une autre vidéo. Mais en concentrique, de manière générale, ouais, on accélère toujours. C'est ce qu'on appelle l'accélération compensatoire, si je me rappelle bien. C'est dans le livre d'Emmanuel Lejar, si ça peut vous intéresser, Les fondamentaux de la musculation pour tous. Il parlait de ça il y a déjà quelques années. Bref. On peut ralentir dans un cas si vous êtes débutant ou autre, mais vous pouvez ralentir aussi, ce qui peut être intéressant s'il y a des douleurs. S'il y a certaines douleurs, ça peut être intéressant de vouloir ralentir volontairement la concentrique pour réguler les niveaux de douleur. Pourquoi? Parce que la douleur, en fait, alors sauf certaines douleurs et blessures bien entendu, mais généralement en musculation, vous avez mal lors du mouvement, en fait. Et notamment, on met plus de contraintes quand c'est rapide. On est tous d'accord que si là, je sors pour aller courir un jogging, et après demain, je sors pour aller faire un sprint, bah, je vais mettre plus de contraintes à mon corps en faisant un sprint qu'en allant courir, globalement, à même distance, on va dire à même distance, pour les plus pointillés d'entre vous. Donc, ralentir la concentrique, ça permet de réduire la vitesse, c'est logique, mais ça permet dans certains cas, potentiellement, de réduire certaines douleurs qu'il peut y avoir. Alors, je ne dis pas que vous allez vous soigner avec ça. Bien, si, dans certains protocoles, si, bien entendu. Mais pour continuer à vous entraîner avec petite douleur ou petite gêne, ça peut être une piste à explorer. D'accord? Bien sûr, je vous recommande d'aller voir un médecin et ou kinésithérapeute pour diagnostiquer tout ça. Quatrième phase, l'isométrique numéro 2. D'accord? Si tu te rappelles bien du début de la vidéo. L'isométrique numéro 2, ça va être une pause, mais une pause stop. C'est pas une pause café. Ok? À quoi ça va servir cette pause? Bah, ça va permettre aussi de faire un travail postural, de faire un travail technique, de développer de la force aussi à certaines amplitudes. Ou alors, développer de la puissance et de la force, on va dire, façon de parler, pour rester simple pour aujourd'hui, de manière différente. Alors, forcément, si je me mets dans une position de squat, je descends excentrique, et là je fais une pause en bas. Alors là, ça va être la pause numéro 1. C'est vrai que ça, c'est un peu particulier. Ça va être la pause numéro 1 à ce moment-là. Si je reste dans cette pause en position accroupie pendant 2, 3, 4, voire 5 secondes, forcément, bah, ça va déjà augmenter le travail sur mes cuisses, mais aussi au niveau postural. Si je suis à 150 kg, je suis en bas et je dois maintenir 4 secondes, tout en bas, bah forcément, d'un point de vue postural, il y a beaucoup d'engagement. Il y aura même plus d'engagement à ce niveau-là que probablement en bas sur les membres inférieurs.
C'est fort probable. Je t'invite à essayer si tu as le niveau, bien entendu. Ça peut être très intéressant parce que forcément, entre la partie excentrique et concentrique, vous accumulez de l'énergie qu'on appelle potentiel élastique, un peu comme un rebond. Tu vois, si je fais de la corde à sauter, je rebondis, on est d'accord, c'est un peu un effet ressort. Mais si je saute, je m'arrête et je ressaute, bah je casse en fait tout ça. Je casse un peu l'effet élastique, l'effet rebond-ressort. Donc à ce moment-là, en termes, sans rentrer dans les détails pour ne pas faire trop compliqué pour aujourd'hui, ça peut être un travail, une stimulation au niveau tendineux, musculaire et des qualités physiques qui sera différente. Ok? On aura l'occasion peut-être d'en reparler dans une future vidéo. Comme ça, tu me laisses un petit commentaire ou un like pour me demander. Mais à ce moment-là, le travail musculaire va être complètement différent. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je te laisse l'espace commentaire pour compléter cette vidéo. Il est possible que j'ai pu oublier de dire quelque chose, un certain contexte, et je serai ravi de lire ton commentaire pour compléter les connaissances que j'ai pu vous apporter. Et puis, on pourra discuter justement dans cet espace. Je te remercie et puis je te dis à la prochaine. Ciao!